Donc nous, on avait prévu initialement un petit temps de discussion sur le film avec les intervenants du colloque qui étaient donc là pendant les 2 jours et en réalité, on est moins que prévu, il faut bien le reconnaître et donc l'idée, c'est qu'on discute tous ensemble, peut-être, c'est un peu bizarre d'être à la chaire si on peut discuter tous ensemble, mais peut-être, on va descendre, je pense que ça sera plus simple et plus sympa. Donc l'idée, c'est de partager, peut-être sur ce film, mais ensemble. Alors du coup, je sais, est-ce que je garde le micro? Oui, quand même, on fait passer le micro, on s'entendra mieux. Heu, qui est-ce qui veut, déjà, peut-être, avoir quelque chose en lien avec, la thématique du colloque, donc qui était les violences sexuelles et le fait de changer les représentations? Alors oui, c'est un drôle de un drôle de format, mais bon. Non, enfin moi qui ai vu, le film, il y a fort longtemps, quand il est sorti, il y a donc, quelques années, disons. J'ai été frappée en le revoyant, de l'acuité en fait, de tout l'ensemble des représentations, enfin la manière dont on voit un piège qui se referme progressivement et en même temps, moi ça résonnait pas mal avec la table ronde de ce matin, sur la question des chemins de l'empouvoirment, et à la fois puisqu'on voit quand même cet épanouissement progressif, enfin la naissance à soi vraiment, d'une figure, celle de Thelma et puis, et en même temps, ça c'est un peu comme dans La Grande Ourse, hein, la pièce de Penda Diouf, on voit aussi que parfois, cet empouvoirment, il va pas trouver à s'incarner positivement, en tout cas dans le réel. Et, heu, et c'est vrai que de ce point de vue-là, la fin du film, qui moi, dans mon souvenir, était quand même assez défaitiste. Enfin, mais parce que je l'intégrais en fait dans un plan de réalité. Et là, mais peut-être parce qu'il y a eu aussi d'autres narrations depuis je sais pas comment dire, qui rompent avec le réalisme à un moment de la trajectoire des personnages. Mais du coup, je l'ai perçu vraiment comme, enfin, et puis ces mots aussi qui sont employés, quoi. C'est pas on renonce, c'est on avance. Bon, et alors là, en l'occurrence, il se trouve qu'avancer, c'est aller dans le décor, mais aussi et puis bon, c'est là l'importance aussi de ce que produisent les images pour les spectateurs, puisque de fait, elles tombent pas, elles s'envolent, quoi. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup les choses, même si on se doute bien que sur le plan de la réalité, ça serait autre chose, puisqu'elle pourrait pas s'envoler complètement. Mais ouais, moi, peut-être une question, du coup, enfin, je me demandais par rapport à ce qu'on évoquait ce matin sur cette question-là, voilà, des chemins d'empouvoirment et de leur complexité, heu, des empêchements, des entravements, comment, par exemple, toi, tu l'avais revu, le film? Ben, non, non, je suis très impressionnée parce que moi, je l'ai vu aussi qu'une fois à sa sortie et j'en avais pas un souvenir frais. Évidemment, j'ai lu aussi des pièces qui reprenaient, cette histoire de Thelma et Louise. Je pense qu'elle a marqué, beaucoup de monde, toute une génération et oui, je suis très agréablement, épatée en fait, voilà, de la qualité de ce film, de sa qualité scénaristique, de comment les choses effectivement je me souvenais pas je me souvenais de ce road movie, mais à quel point ça tourne effectivement autour de la question, de la culture patriarcale et sexiste, et des violences, sexuelles. Et ce que je trouve beau aussi dans cette fin, c'est qu'elles disent: «On ne veut pas on ne veut pas se faire attraper, on ne veut pas se faire prendre». Donc il y a aussi quelque chose qui échappe, à cette espèce d'éternel recommencement, et puis ces hommes en toile de fond, en fait, qui sont, alors évidemment le personnage de Harvey Keitel est intéressant parce qu'il y a une question aussi du pardon, de la rédemption, voilà, mais aussi, comment ils deviennent, oui, oui, à essayer d'attraper, ces femmes qui échappent. Bon, et puis il y a ce baiser aussi de la fin qui ouvre, peut-être un autre, voilà, un autre horizon. Et le fait que la voiture reste en vol, effectivement, je crois que ça, c'est une fin qui a été négociée. Heu, non, je suis, oui, impressionnée, bah, oui, oui, de ce que ce film, ouvre. Et voilà. C'est beau aussi de savoir que dans nos inconscients, peut-être, de personnes, de femmes, d'autrices, d'artistes, on a eu ce film-là, parmi tous les autres. Oui, c'est un peu difficile de réagir à chaud. Moi, je l'ai vu aussi, je pense, à peu près à sa sortie.
donc gamine en fait, plus ou moins, et il m'avait fait énormément d'effet à cette époque-là, dans les prises de conscience de jeunesse peut-être sur le féminisme. Et effectivement, je me demandais si j'aurais la même impression en le revoyant. Et moi aussi, je suis plutôt impressionnée par le fait que c'est un film qui dit vraiment énormément de choses dont on a discuté aussi pendant le colloque et qui sont quand même d'une grande justesse dans leur mise en scène aussi, très souvent. Et du coup, j'ai peut-être fait attention à plus de petits détails puisque le scénario, je le connaissais. Et il y a notamment des scènes, je pense à la scène où Louise veut se remaquiller dans la voiture et où elle va croiser le regard d'une femme plus âgée. Et ça, par exemple, j'ai trouvé ça extrêmement saisissant dans tous les petits moments où cette sororité tacite, mais finalement de plus en plus puissante, va être révélée par petites touches. J'ai trouvé aussi les représentations des masculinités assez intéressantes avec mon regard d'aujourd'hui. Et moi, je trouve ambigu, enfin, je me suis posé la question sur la fin avec le personnage du flic, justement, où je me suis dit, ah, c'est presque un peu dommage qu'ils soient encore là à la fin à vouloir les sauver, etc. Et d'un autre côté, effectivement, la mise en scène fait que il a l'air aussi de rater finalement ce sauvetage qu'elle décide de faire par elle-même, en fait. Et oui, le baiser était évidemment marquant, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et je me suis dit qu'elles se définissent à un moment, Louise lui dit, ça y est, maintenant on est des fugitives. Et ça m'a fait penser à Wittig sur les fugitives de l'hétéropatriarcat que peuvent être les lesbiennes, même si on peut aussi questionner cette vision de Wittig. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites touches quoi, qui étaient extrêmement parlantes et subtiles en même temps, souvent dans le film. Donc, Moi, je voulais juste ajouter peut-être du coup avec le regard de la juriste ce rapport à l'autorité et à la loi qui est assez intéressant parce que en fait dans tout le film l'autorité fait bloc. On voit avec cette rangée de policiers, on voit que il y a cette lecture de la loi qui est très très descendante. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de montrer elles font le chemin jusqu'au Mexique en évitant le Texas, alors pour des questions enfin pour des raisons qu'on devine, mais il y a aussi la raison de la différence entre les systèmes juridiques aux États-Unis. Donc, elle dessine une carte des chemins possibles vers la liberté en essayant de contourner la loi qui est pour elle, qui est celle de l'impossibilité d'invoquer la légitime défense tout simplement dans un système dans lequel on part du principe que c'est elles qui sont coupables et que de toute façon ce qu'elle pourra opposer sur le viol dont elle a fait l'objet ne sera jamais prise en compte parce qu'il y a tous ces indices, mais dont on a discuté ce matin même, tous ces indices qui font qu'elle apparaîtra de toute façon comme étant coupable. Elle ne sera pas crue. Et donc, c'était intéressant aussi le rapport à la carte et à la spatialité. Et ce sont des territoires que dessine le droit. Et voilà, c'est ça qui m'a intéressée. Et puis, bien sûr, oui, l'autorité qui fait bloc et dont il est difficile de s'échapper, sauf cette figure du policier qui est intéressante parce que ça montre qu'il y a une manière en fait de concevoir la norme autrement. Et lui, il incarne cette possibilité, même dans un cadre juridique existant et fixe, d'interpréter différemment les choses. Et on parlait ce matin de l'interprétation avec Anne Grandénon qui disait, de toute façon, ça ne sert à rien de changer les normes ou pas parce qu'il y a les interprètes et c'est eux qui font tout. Oui, mais c'est quand même important ce que dit la norme, bien sûr, parce que l'interprétation, elle dépend quand même du cadre normatif qui est donné au début. Quoi. On ne peut pas surinterpréter à partir... donc là, il y a ce policier qui lui, a compris, lui, il est sorti du cadre. Lui, il est sorti du cadre que dessine le droit et il comprend qu'il faut interpréter la règle différemment. Il sort de la ligne, d'ailleurs, des policiers. Hein. Et il comprend qu'il faut interpréter les choses différemment pour faire sens et pour faire justice. Et je pense que ça, c'est la différence entre le droit et le juste.
le droit, il dit ce qui est, et ce policier, il est en train de dire, mais pour que le droit soit juste, peut-être qu'il faut prendre en compte son passé. Peut-être, on ne se dit pas qu'il pense au patriarcat et à la domination, mais en tout cas, il voit bien en insensible, puisqu'il dit, de toute façon, jusqu'à quand est-ce qu'elles devront se faire baiser, quoi. Et donc, il faut réinterpréter différemment en tenant compte de la différence de situation et de leur vulnérabilité, de ce qu'elles ont vécu. On avait cette discussion avec les juristes, d'ailleurs, hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur en fait, la question de savoir si la règle de droit doit être la même pour tous, ce qui est notre conception en France de l'égalité formelle. La loi est la même pour tous et donc elle est égale et juste, ou est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte la différence de situation et ce qui concerne la différence entre les sexes ou selon le genre, bien sûr qu'il y a une asymétrie au départ qui fait que l'imposition d'une règle égale pour tous n'est pas forcément juste à la fin. Et c'est ce que laisse sous-entendre ce policier en disant il faut arrêter ça, qu'il faut faire les choses différemment. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a marqué en tant que juriste dans le film. Oui, et pour prolonger, moi, ce qui m'a frappé cette fois-ci, et alors c'est là où je me suis dit, les mots sont importants et effectivement, moi je trouve que le film il est assez saisissant dans le fait qu'il est complètement juste encore aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai rien trouvé qui grince, qui dissonne par rapport à l'évolution des réflexions féministes. En revanche, moi, je me suis dit que ma propre réception était influencée par le fait que j'avais des nouveaux mots. J'avais évidemment appris, compris des choses évidemment entre-temps, mais aussi qu'il y avait des nouveaux mots. Et par exemple, moi, j'ai l'impression que la trajectoire du policier, c'est aussi une trajectoire qui fait de lui un véritable allié. Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, il faudrait que je le revoie, mais en fait, moi, la façon dont j'ai compris la scène finale cette fois-ci, c'est qu'en fait, quand il avance, il leur donne la possibilité qu'elle ne se fasse pas tirer dessus. Voilà, il découvre très concrètement. Et ça, je ne l'avais pas perçu à ce point-là. Et donc, en fait, il prend aussi un risque, y compris un risque physique, pour sa propre intégrité corporelle, mais pour permettre qu'elles puissent avoir le dernier mot et avoir la dernière action, en fait, et préserver leur agentivité, que ce ne soit pas juste qu'elles se fassent tirer de dos dessus, quoi. Oui, on voit bien qu'ils ne pensent pas une seconde les rattraper, et que c'est plutôt pour les couvrir. Ils n'espèrent pas les convaincre. Et de la même manière, moi, les scènes de téléphone, alors bien sûr, il s'agit qu'ils puissent les localiser, mais en fait, quand il lui dit « je sais ce qui s'est passé au Texas », pour moi, j'y vois aussi, quand tu parlais de la question des normes, il y a aussi la question de la prise en compte des circonstances. Et moi, j'ai trouvé que, là aussi, parce que le regard a changé, que la question du psychotrauma, elle était en fait hyper présente, parce que par exemple, la première interaction juste après le viol qu'on voit entre les deux femmes, entre Thelma et Louise, on voit bien que l'une et l'autre, en fait, sont traumatisées. L'une, elle est en pleine reviviscence, l'autre, elle vient de se faire agresser. Et en fait, aucune des deux ne le sait. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui comprend cet effet du stress post-traumatique, et c'est le policier, parce qu'il le prend systématiquement en compte, en fait, dans sa perception de la situation. Et je trouve que par rapport à une des difficultés qui a été aussi évoquée tout au long du colloque, qui est l'absence le fait qu'on ne prend en compte dans ces questions-là que les preuves matérielles, alors là, plutôt pour arguer de la culpabilité de l'auteur, et que, par exemple, les preuves matérielles, on le sait, font très souvent défaut, puisqu'en fait, ce sont souvent des violences intrafamiliales, et qu'en fait, très souvent, c'est le corps des victimes qui est le seul élément de preuve. Et là, en l'occurrence, on a effectivement quelqu'un aussi qui incarne la loi et qui prend en compte cet élément-là. Alors, pour autre chose, puisque en l'occurrence, elles sont autrices de violences, elles vont être jugées pour ça, mais elles pourraient être jugées pour ça, mais en tout cas, il prend en compte cette question-là. Oui, je pense qu'il y a cette prise en compte, en effet, de ce qu'on a expliqué dans notre panel hier avec le psychotrauma et la dissociation. Je pense qu'il peut faire avoir des conséquences à un moment. Quand il leur dit, pour l'instant, vous n'êtes pas encore inculpé pour meurtre, il y a cet espace qui laisse ouvert en disant, mais là, j'ai pris en compte finalement le fait que vous ne saviez pas ce que vous faisiez à ce moment-là pour éventuellement vous disculper. Et peut-être on peut partager la parole. Avec ou sans micro, d'ailleurs. Plutôt avec micro. Ouais, peut-être, je sais pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui suivent en fait à distance, et du coup, si on sans micro, ils n'entendent rien. En fait, je voulais juste préciser que la fin du film, au départ, dans le montage, d'après toutes les recherches que j'ai faites sur le film, le montage original, le personnage d'Harvey Keitel
on le suivait et il voyait la voiture tomber au fond du canyon et après, il y avait un gros plan sur lui et il revenait. Donc, la dernière image du film, c'était sur lui. Et c'est une des productrices, à la fin, le monteur Tom York a quitté parce qu'il y avait un autre projet qui devait aller terminer, aller commencer, et elle a refait le montage pour que ça finisse sur la voiture en vol. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Enfin, c'est pas obligé des impressions. Oui. Alors, moi qui est une génération bien au-dessus de vous, je me souviens quand j'ai vu le film dans les années 90, j'ai été beaucoup moins choquée qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans notre mental, on trouvait ça pas normal, mais en tous les cas, on n'avait pas conscience à ce point-là de la violence dont on était tout le temps victime, de par les sifflets, de par les réflexions, de par l'autorité. Alors pas du mari, je ne sais pas mariée à l'époque, mais du chef. Enfin, on voit bien aussi le policier, la scène du policier qui les arrête, comme il se sent ultra puissant de par son autorité, de par son uniforme, et puis ce ne sont que deux femmes, qu'il en joue, et qu'après, quand la situation se retourne, en fait, c'est un petit garçon, quoi. Donc, et tout ça, je pense que j'en avais pas autant conscience à l'époque, et que maintenant, je suis abasourdie, en fait, de ce qu'on pouvait vivre à l'époque, et qu'on trouvait ça presque normal, parce qu'on n'en parlait pas tant que ça entre copines. En fait, on en rigolait. Oui, on trouvait ça, bah oui, c'est marrant, c'est mignon. On n'en était pas du tout à ce niveau de conscience qu'on a aujourd'hui. Voilà. J'enchaîne alors. Moi, ce qui m'a marqué, donc pareil, hein, je suis un peu comme tout le monde, j'avais déjà vu le film à l'époque. Et pour moi, le saut à la fin, c'était un choix pour la liberté. Et là, c'est vrai que je le vois un peu avec d'autres yeux aussi. Moi, ce qui m'a marqué là, c'est la transformation de Jenna Davis, doigt blanche, en une femme qui a pris sa vie en main. Mais ce qui m'a frappé, c'est que cet épanouissement passe par l'alcool, par elle se met à fumer aussi, enfin, des symboles quand même qui sont assez, je pense, assez plutôt masculins en soi. Et enfin voilà, j'ai trouvé que c'était voilà, ça m'a frappé. Et aussi par la découverte du plaisir. Oui, oui aussi il y a ça, bien sûr, bien entendu. Oui. Bien fait aussi, c'est qu'il y a effectivement cet épanouissement sexuel et scénaristiquement, juste après, hop, on se fait quand même avoir par. Elle est ultra naïve, c'est vrai. Oui, et elle est dans ses codes aussi, bien sûr, d'ouverture qu'on nous apprend dans notre socialisation féminine, de sourire aux inconnus, aux gens qui nous draguent, etc., etc. Et on voit bien que Suzanne Sarandon, son personnage, a une autre façon de gérer les choses aussi, de par son métier, son passé. Mais oui, il y a... Mais voilà, c'est extrêmement bien fait. Et après, évidemment, on pourrait dire, il y a aussi, c'est un film américain, c'est-à-dire qu'effectivement, ça passe par le Grand Ouest, le Grand Canyon, les armes, voilà. Oui, il y a aussi tout ça. Et puis c'est un film de cascade. Oui, non, du coup, ouais, hier, on a eu 2 psychologues qui nous expliquaient aussi les effets du trauma et cette difficulté à faire lien avec les autres. Et je pense que si on prend en compte certainement Louise, on voit bien qu'elle est en difficulté à être relationnée avec les hommes et c'est une sorte de mur hein, qu'elle présente au reste du monde. Et ça fait contraste en effet avec Thelma qui est pas dans cette dynamique-là, bien sûr. Et je voulais ajouter autre chose, mais j'ai oublié. Ça va me revenir plutôt, peut-être. Une dernière remarque. Une question. Une question, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être des spécialistes de Thelma et Louise dans la salle.
Et j'aurais été curieuse de savoir si on a des éléments un peu sur la réception du public à la sortie de ce film, et peut-être aussi à ce que pouvait en dire le réalisateur dans sa promotion, peut-être. Oui, oui, oui. Enfin, sauf si vous avez prévu d'en parler pendant la conférence. Non, 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 pas du tout. Non, non, Ok. non. À la sortie du film, donc en 91, les réactions ont été plutôt négatives, hein, surtout de la part du public masculin. Bon, des critiques aussi qui ont dénoncé le film comme étant un film de haine envers les hommes. Susan Sarandon a été une des plus vocales à réagir, et Callie Khouri, évidemment, qui a défendu son scénario bec et ongle, et elle disait, si vous vous identifiez aux hommes, vous vous identifiez c'est pas les bons personnages, vous devez vous identifier aux femmes. Ridley Scott, bon, c'est la croix et la bannière, hein, pour qu'il finisse par faire le film. Il avait proposé le film à nombre de réalisateurs qui, dans tous les cas, disaient non, c'est un film de filles, ça marchera pas. Et on connaît le succès de Thelma et Louise. Et au fond, c'est sa coproductrice qui lui a dit, mais fais-le, toi. C'est toi qui devrais le faire. Et il a dit oui, entre autres se disant comme un homme féministe. Bon, je ne sais pas si vous avez vu le dernier duel que je mentionnais à la toute fin de mon texte, mais il est clairement intéressé par les questions de violence sexuelle. Il faisait référence à sa mère, qui avait été élevée par sa mère, une mère célibataire. Donc, il était du côté des filles, c'est sûr, mais tout le long du tournage, c'est Sarandon qui a été la conscience féministe du film. Il y a eu une scène où il voulait, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez la scène où Thelma se lève dans la voiture et puis elle pose des cris, et bon, elle a un peu bu. Il voulait qu'elle enlève son t-shirt. Et Gina Davis est allée voir Susan Sarandon en lui disant, mais il veut que j'enlève mon t-shirt. C'était évidemment pas dans le scénario. Et Sarandon est allée voir Ridley Scott et elle a dit, elle n'enlèvera pas son t-shirt. Et donc, tout le long du film, c'est elle qui a défendu Gina Davis, qui lui a appris aussi. Davis a appris en voyant Sarandon jouer. Elle s'est dit, c'est comme ça, c'est possible. On peut faire un film entre femmes, un film où on est vraiment en position de pouvoir. Donc, elle a été extrêmement importante, Sarandon, tout le long. En ce qui concerne, j'ai écrit tout un livre dessus, hein, on peut en parler longuement. Mais en ce qui concerne la scène de violence sexuelle à proprement parler, bon, là, c'est très difficile d'en savoir plus, mais ce qu'on sait, c'est que cette scène a été tournée à 2 reprises. Donc, il y a eu un tournage, une première période on a filmé cette scène et il a demandé qu'on la reprenne peut-être 2 mois plus tard. Et prétextant que bon, c'était pour certains gros plans, mais en fait, il voulait plus de violence. Et c'est là que Ridley Scott, tout d'un coup, devient plutôt machiavélique. Ça a été extrêmement dur. Et après, Gina Davis a quitté le plateau sans rien dire. Elle n'en a plus jamais parlé. Et si vous vous souvenez bien, elle a peu joué dans les années qui ont suivi. Elle est revenue au cinéma, à la télé dans les dernières années, mais elle est pas mal disparue. Et elle a surtout créé cette fondation à LA pour défendre la représentation des femmes au cinéma. Donc, on soupçonne, même si elle ne l'explicite pas, on soupçonne que ce moment-là a été très traumatisant. Eh bien, rebonjour à tous et tous. Et bonjour et bienvenue. Et un immense merci, Martine Delvaux. On est vraiment extrêmement heureuse de vous accueillir pour clore ces 3 journées de réflexion sur la nécessité de changer les représentations pour repenser les prises en charge des violences sexistes et sexuelles. Et voilà, on s'est beaucoup intéressé à la question du cadrage, du recadrage dans les représentations sociales et culturelles, aussi aux effets de ces représentations, hein, dans les défauts, les défaillances massives et structurelles des prises en charge, que ce soit sur le plan thérapeutique, sanitaire et évidemment judiciaire et juridique. Et alors enfin voilà, quand j'ai su qu'il y avait la possibilité que vous soyez parmi nous, ça m'a ravie aussi parce que dans le travail de changement des regards, il y a évidemment les analyses des œuvres et vous en avez produites et on y reviendra notamment sur ce film qui a effectivement marqué un tournant dans les représentations non seulement des violences sexistes et sexuelles, mais des femmes au cinéma et d'ailleurs pas seulement dans la fiction, mais aussi sur le plateau. Hein. On pourrait dire que Sarandon, c'était une des premières coordinatrices d'intimité, mais bon, sur le mode du hobby, hein, du bénévolat militant. Et par ailleurs, c'est aussi des enjeux
on y est un peu revenu déjà, mais aussi des enjeux d'écriture dans la recherche. Et c'est aussi, à mon sens, ce que vous incarnez de manière assez extraordinaire, et extraordinaire au sens de heureuse et qui réjouit, mais aussi extraordinaire au sens de pas si fréquente. Alors, c'est sans doute moins vrai outre-Atlantique, mais en tout cas, vous le savez, en France, c'est pas la norme, y compris pas la norme de l'écriture académique. Et cet ouvrage, Thelma, Louise et moi, outre que je pense, pour moi, comme pour beaucoup des personnes qui l'ont lu, ça a été un bonheur de prolonger l'effet de ce film dans nos vies, dans nos psychés, dans nos biographies aussi, en relisant des choses dessus, mais ça a aussi prolongé cet effet pour moi par la façon dont vous écrivez. Et c'est pour ça que je voulais qu'on revienne à la fois sur votre contribution, mais aussi sur votre contribution théorique, votre analyse des œuvres, mais aussi sur votre écriture et sur l'importance de cette question-là, de l'écriture, de ne pas se séparer. On a à plusieurs reprises évoqué au cours de ces journées l'expression de recherche située. En fait, avant tout, pour moi, c'est une question d'écriture. Comment on engage sa subjectivité dans ce qu'on écrit, comment on s'adresse aussi à qui est-ce qu'on s'adresse, comment on conçoit le lectorat, et éventuellement qui on choisit et qui éventuellement on ne choisit pas. Voilà, puisqu'on a aussi beaucoup parlé de la nécessité peut-être à un moment de choisir son camp, dans la mesure où de fait il y a quand même le camp des agresseurs et il y a aussi le camp des survivants, des victimes, et il y a aussi le camp des alliés, et que voilà, si on considère qu'on est tous et toutes concernés par cette scène, mais pas aux mêmes endroits, aux mêmes places, qu'on a une responsabilité à prendre. Voilà, moi, en tout cas, c'est une des choses qui me marque beaucoup dans votre écriture. Alors, bien sûr, dans Thelma, Louise et moi, mais aussi dans tous les autres ouvrages, dont certains d'ailleurs sont consacrés pas du tout simplement, alors vous êtes professeur de littérature, mais pas seulement à des œuvres littéraires. Il y a aussi tout ce travail que vous faites, et là aussi, pour moi, qui étend le domaine du champ littéraire, les entretiens que vous faites avec des personnes ordinaires, qui ne sont pas des écrivaines, mais dont vous donnez un autre statut à la parole, par le biais du passage au livre aussi, parce que c'est symboliquement important. Donc, je pense bien sûr aux analyses d'œuvres qu'il y a dans Filles en série, mais aussi à des ouvrages plus récents, comme Je n'en ai jamais parlé à personne, et puis aussi le Boys Club, puisque vous affrontez à cette question aussi, vous appelez un chat un chat. Voilà. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous entendre, et je pense que tout le monde le sera aussi. Voilà, et je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Le livre que j'ai consacré à Thelma et Louise et moi, c'est vraiment une analyse non seulement du film, mais de la manière dont le film a été fait. Donc, je me suis intéressée à tout le monde, aux différentes actrices, et aussi à un certain nombre de films qui ont été produits avant, après, au même moment. C'est Rape and Revenge movies qui ont retenu mon attention. Et à travers cette lecture très documentée, et donc qui porte sur le cinéma, sur la pratique du montage, différents aspects de la pratique filmique, j'ai enchevêtré ma propre vie. Et le point de départ, c'était, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de la fin du film, et moi j'avais 21 ans à l'époque, et quand j'ai vu les deux actrices s'embrasser, les sanglots sont montés, et quand la voiture, évidemment, s'envole, je sanglotais de manière incontrôlable. Et après avoir vu le film, je ne sais pas combien de fois, 20 fois peut-être, c'est une raison pour laquelle je ne l'ai pas revu tout à l'heure, je pleure toujours. Et ça a été le point de départ de la réflexion, pourquoi j'ai pleuré autant à l'époque, pourquoi je pleure encore aujourd'hui. Et donc, c'est larmes, le fil des larmes tout le long de mon livre pour penser ce film et penser d'autres films. Mais ce que je vais vous lire aujourd'hui, c'est donc un texte que j'ai écrit pour vous, et qui, comme on était dans un théâtre, je me suis dit, je ne fais pas un texte universitaire, je vais bien faire un texte littéraire, et qui a plus à voir avec la réception de mon livre qu'avec le livre lui-même. Donc, voilà, on se reparle dans 40 minutes. Quand j'ai commencé à préparer la rencontre d'aujourd'hui, l'automne dernier, j'ai été prise d'une grande fatigue. Une fatigue post-Covid, bien sûr, pandémique, pourrait-on dire, mais plus encore, une fatigue féministe. La fatigue de celle qui soudainement est fatiguée de répéter et de compter.
de compter le nombre d'absentes, le nombre de femmes assassinées, de répéter combien la violence sexuelle est partout, comment on l'a toute vécue d'une manière ou d'une autre, que ça ne sert à rien de chercher des statistiques qui, au final, ne révéleront que le sommet de l'iceberg, parce que la plupart du temps, on a subi et on n'a rien dit. Quand j'ai commencé à préparer la rencontre d'aujourd'hui, j'avais prévu de tabler sur une conférence donnée aux États-Unis en 2019 dans le cadre d'un festival dont le thème était le secret. On m'avait demandé de parler du mouvement MeToo et ça m'avait amené à parler de Thelma et Louise. J'ai donc rouvert le document, relu les pages et soudainement, cette fatigue. J'adore le film Thelma et Louise. Je l'ai vu, je ne saurais dire combien de fois. Je l'aime tellement que j'ai écrit un livre à partir du film et que ce livre est sans doute mon préféré parmi les livres que j'ai écrits. Celui que je considère secrètement, mais plus maintenant, comme le plus réussi. Toujours quand je finis un livre et puis surtout quand il est publié, il cesse un peu d'exister. Et il ne m'appartient plus, je le laisse aller et pire encore, je l'oublie. J'oublie comment je l'ai écrit, ce que j'ai traversé comme angoisse, panique, désillusion, désir de tout abandonner. J'oublie le texte lui-même que je relirai comme si une autre que moi l'avait écrit. C'est pareil pour Thelma, Louise et moi. Et en même temps, c'est différent. C'est le livre auquel je tiens le plus. Pas parce que j'y ai mis une partie de moi si précieuse que j'ai du mal à lâcher prise. Pas parce que ce livre aurait été thérapeutique, comme on a tendance à le dire, des écrits autobiographiques qui flirtent avec les expériences traumatiques ou limites, mais parce que ce livre était une traversée, un voyage, comme celui de Thelma et Louise, et que je suis allée jusqu'au bout. Je ne me suis pas retenue dans ma déambulation, je n'ai pas essayé de rester sage, je suis allée au bout de ma jubilation pour cette série de femmes, ces filles en série de la rage et de la passion, de la colère et de l'amitié. Féministes. J'ai aimé toutes les filles qui se retrouvent dans mon livre, et aussi quelques garçons malgré tout, autant que j'aime Thelma et Louise, et je me suis sentie moins seule. De film en film, de fille en fille, j'avais l'impression qu'on était une armée contre les boys clubs autour desquels s'organise le monde. Un monde où des femmes, des filles, des petites filles, des bébés-filles sont violentées, violées, assassinées. Mon livre était un gage de survie. C'était un livre talisman, un livre magie, le livre qui participait à signer ma place dans ce monde. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pas tout à fait. Je vais donc recommencer. Automne 2018. Je donne une entrevue à la radio en vue de la sortie imminente de ce livre. Mon livre qui parle de violence sexuelle. Un livre qui, par le biais de mon film adoré, tourne autour de la violence que j'ai moi-même subie, que j'ai encaissée, qui est impossible à raconter dans le détail, tellement ma honte est grande. C'est ça la vérité. C'est ça que raconte le livre. Au détour d'une phrase, pendant une pause musique, l'intervieweuse me dit, avec un savant mouvement de cheveux, ses yeux plissés, curieux, un petit rire dans la voix, la tête penchée vers moi en toute intimité, parce que nous sommes bien sûr des alliés, mais on comprend que dans ton cas, c'était pas un viol. Tu as juste fait des choses que tu n'avais pas envie de faire. Ben, je vous le dis à la québécoise. C'est ça qui s'est passé. L'émission reprend en direct. Elle s'approche du micro. Martine Delvaux, vous venez de publier Thelma, Louise et moi. L'entrevue continue, je parle, je réponds aux questions, mais à l'intérieur de moi, je suis bouche bée. Je souris, je suis gentille, affable, je fais des blagues, mais au fond, il y a des phrases qui restent, ces phrases-là qui restent, des cailloux jetés dans la mare de mon histoire. Ce n'était pas un viol. Seulement des choses que je n'avais pas envie de faire, c'est-à-dire non désirées, auxquelles je n'avais pas consenti. Et si ça, ce n'est pas un viol, alors c'est quoi? Les mots sont restés en moi parce qu'ils faisaient écho à ce qui était déjà là. Cette histoire jamais racontée, impartageable et dès lors secrète, collée à l'envers de ma peau, au centre de mon corps, là où se trouve le sternum, près de l'estomac et à côté du cœur, juste là. Automne 2018. Le livre sort en librairie. Quelques jours après, une critique paraît dans un des 2 quotidiens québécois qui couvrent la littérature et bien maigrement. Samedi matin, je me lève, mon éditrice dans la nuit m'a envoyé un mot, « Ne lis pas ce torchon ». Je reconnais, évidemment, je suis allée lire. Je reconnais le nom du critique. Il a déjà couvert un de mes livres. Il l'avait pas aimé. Il n'aime pas en général les écrits autobiographiques, encore moins ceux publiés par des femmes.
Sa critique très brève non seulement s'attaque à mon livre, mais à ma personne, aux recherches que je mène à l'université, à ma place en tant que féministe. Une critique mesquine dont le titre, Martine au cinéma, en renvoyant à la célèbre collection de livres pour enfants et aux memes qui ont fleuri sur le web au cours des dernières années, bien entendu, infantilise mon travail, banalise la violence sexuelle, voire se moque de l'exercice qui consiste à mettre en littérature cette violence dont tout nous dit qu'il ne faut pas en parler. C'est ainsi qu'il essaie, ce critique, de me mettre KO, et il a presque réussi. J'aurais mis des années à négocier le rapport entre cette critique et mon écriture, et c'est ce que je fais encore ici aujourd'hui. Ce matin-là, le jour où j'ai lu ce torchon que mon éditrice m'enjoignait de ne pas lire, je me suis demandé par quelle porte entrer dans la rage que je sentais et comment pour en sortir encore de l'écriture. Malgré ce qu'on dit et ce que ce critique disait de ce que les femmes écrivent, narcissiques, paresseux, dont l'écriture n'a rien d'impressionnant, malgré ce qu'on dit si souvent de celles qui ont le courage d'écrire sur ces vies de femmes, qui ne sont pas des vies d'hommes blancs, cis, hétéros, que les critiques attendent avec impatience leur autobiographie, leurs pensées, leur mémoire politique, leur vie de grands hommes qui l'emportent toujours. Au moment où arrive en librairie Thelma, Louise et moi, au moment où sort le texte acerbe de ce critique littéraire, la professeure Christine Blasey Ford témoigne devant le Sénat américain, bâton dans les roues de la nomination de Brett Kavanaugh comme juge à la Cour suprême nommé par Donald Trump. Je suis les séances en direct sur le site du New York Times. Je me dis qu'ils vont faire avec elle comme on fait avec les femmes qui osent parler ou écrire, faire avec elle comme ils ont fait avec Anita Hill, professeure de droit, en 1991, donc l'année de Thelma et Louise, un témoignage posé, précis, une voix déterminée pour raconter devant le Sénat américain comment elle a été harcelée sexuellement par Clarence Thomas, nommé comme juge à la Cour suprême des États-Unis. Son langage sexuel à lui, son regard sur le corps de ses employés, le mot « non » crié à tue-tête et qu'il a refusé d'entendre, lui qui a quand même été nommé, et Anita Hill qui a reçu des milliers de lettres, des récits de femmes venant de partout pour la remercier et lui dire « moi aussi, mon patron, mon voisin, un ami, un inconnu, me traque, me touche, m'insulte, s'impose, m'enrage ». En 1991, j'ai 22 ans. Je débarque aux États-Unis pour étudier. Ma vie commence au moment où Thelma et Louise arrivent sur le grand écran. Anita Hill dénonce Clarence Thomas à la télévision. L'autrice féministe Susan Faludi débarque en librairie. Elle publie son livre Backlash, où elle s'en prend aux médias qui avancent, sans preuve à l'appui, que les femmes qui travaillent ont du mal à se marier, que l'égalité est atteinte, certes, mais que les femmes n'ont jamais été aussi malheureuses et qu'elles doivent rentrer à la maison, quitter la sphère publique. Elles ne sont pas faites pour la politique. À la fin des années 80, on relègue les femmes journalistes au secteur des arts et de la culture parce qu'on n'en a rien à faire de leurs opinions sur ce que les hommes sont en train de décider. Peau de chagrin, des rôles intéressants au cinéma et à la télé, même les femmes hors la loi doivent mourir. Ainsi, Thelma et Louise, la Thunderbird dans le ciel punie, tout pour défaire ce qui a été gagné de haute lutte, tout pour taire la colère qui jusque-là était montée et qu'il faut encore faire résonner aujourd'hui. Mais comment faire pour que cette colère éclate au grand jour, en couvrir toutes les pages d'un livre, les tremper les unes après les autres dans la rage de celles qui en ont assez, qui en ont marre d'entendre que les femmes ne font que de l'autobiographie et encore plus les féministes. Parce que l'écriture féministe, ça ne donne pas du roman, on sait bien, mais encore moins de l'essai, du vrai de vrai essai, sérieux, solide, qui change le monde. De l'essai qui ne serait surtout pas féministe, donc, comme me l'a laissé entendre un éditeur tout récemment, en parlant d'une autre autrice féministe, il dit « J'attends avec impatience le jour où elle écrira un livre qui ne sera pas féministe. » Parce qu'un livre féministe est un livre particulier, ce n'est pas universel, ça ne compte pas comme un vrai essai philosophique de la véritable pensée. Parce que ce n'est pas neutre, le féministe, on sait bien, empreinte cette neutralité en laquelle on continue à vouloir croire, alors qu'il s'agit en vérité du seul point de vue d'hommes blancs, cis, hétéros, riches, en position de pouvoir, le petit point de vue de privilégiés qui sont devant leur écran comme devant le monde dont ils se savent propriétaires, sûrs et certains de ce qu'ils sont en train de regarder, ce monde qu'ils font à leur image, ce monde qu'ils habitent sans jamais se regarder faire,
comment ils écartent les jambes quand ils s'assoient, comment ils urinent en public, comment ils marchent au centre du trottoir, comment ils parlent fort et rient et sifflent et invitent et pensent qu'ils complimentent quand ils déposent leur carte professionnelle sur une table devant celle qui est en train de boire tranquillement son café parce qu'ils ont décidé qu'elle était faite pour eux, qu'elle est à eux de la même façon que le monde dans son intégralité, eux qui se permettent d'écrire le monde, de l'inventer à coups de saloperies invisibles et d'insultes déguisées, le massacre silencieux de celles qui refusent cette interprétation, cette lecture-là de la réalité et qui, malgré tout, continuent de parler, d'écrire. Automne 2021. Je commence à penser à ce texte. Je dois l'écrire. Je me demande comment faire, quel fil traverse tout ça, le féminisme, l'écriture féministe, le boys club, les filles en série, les romans, les récits, Thelma, Louise et moi. Une nuit, je fais un rêve. Je rêve à lui, à celui que j'ai ramené à sa plus simple dimension dans mon livre, à lui que j'ai refusé d'inviter dans la littérature, refusant de raconter explicitement ce qui m'est arrivé à moi, jouant de tableaux, de scènes montées en silence, comme au cinéma, pour faire parler les blancs, les non-dits, le secret. Comme Louise, dans Thelma et Louise, qui refuse de raconter ce qui lui est arrivé, qui répète, insiste, en colère contre Thelma. « I told you I'm not going to talk about that. » Je t'ai dit que je n'allais pas en parler. Mais Thelma a tout compris. Elle sait que ce qui est arrivé à Louise, c'est ce qui lui est arrivé à elle. Elle sait que Louise, comme elle, a été violée, qu'un homme s'est retrouvé en train de la violer. He was raping me. Mais est-ce qu'il l'a violée ou non? Est-ce qu'il était en train de la pénétrer ou en train de se préparer à le faire? Il l'a frappée. Ça, oui, le film le montre. Il l'a frappée au visage pour la faire taire, pour qu'elle cesse de crier. Il l'a immobilisée. Mais quand Louise est arrivée, pistolet à la main, Thelma a été capable de se dégager. Si Louise a tiré, si elle a tué le violeur, c'est parce qu'il a insisté. I should have gone ahead and fucked her. J'aurais dû continuer à la baiser. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demande Louise. Fort de son arrogance, la salive qui coule encore de sa bouche, il la regarde dans les yeux et dit « Suck my dick ». C'est là qu'elle tire. C'est cette insulte-là qui la pousse à appuyer sur la gâchette. Et elle est la première étonnée de l'avoir fait, comme si elle ne s'en savait pas capable. Ça a été une sorte de réflexe. Une réaction comme celle à laquelle Callie Khouri, la scénariste de Thelma et Louise, a pensé le soir où un homme l'a insultée dans la rue et qu'elle s'est dit « Si j'avais eu un flingue, je l'aurais tué. » Voilà le départ du film. Et moi, qu'est-ce qui me fait écrire? Jump cut, retour au rêve. Sa main est dans ma bouche. Le côté de sa main est dans ma bouche, mes mâchoires écartelées comme par un mors de cheval ou un de ces appareils dentaires qui servent à fabriquer des moulages. J'ai immédiatement un goût amer dans la bouche, le même que celui du produit que j'asperge sur les plantes pour empêcher le chat de les manger. L'amertume est telle que mon corps convulse en un haut-le-cœur d'une grave intensité. Dans mon rêve, je me précipite vers les toilettes, mon estomac se vide dans la cuvette, et de là, la tête tournée vers quelqu'un que je ne vois pas, je me mets à hurler, comme pour me vider aussi d'un cri. « Go away, just fucking go away ». C'était un Canadien anglais. Ça fait maintenant plus de 25 ans, et encore la nuit, il revient, une fois de temps en temps, et toujours la même scène. Va-t'en. Le 25 novembre 2021, envoyé spécial, des femmes accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle. Parmi elles, Sylvia, qui à 16 ans rencontre son idole. Elle lui a écrit, et à sa grande surprise, il a répondu à sa lettre. Hulot, bien sûr, vous le savez, est environnementaliste, futur ministre, mais pour l'instant, animateur d'Antipodes sur France Inter. C'est un ami du président. À la fin de l'émission, Hulot invite Sylvia à manger. Elle est intimidée. Il lui demande ce que pensent les jeunes de son âge, puis offre de la raccompagner en voiture, propose de la déposer à une bouche de métro. Au moment des au revoir, bise, il demande de l'embrasser dans le cou. Elle le fait sans comprendre pourquoi, puis se recule. Il lui demande si elle en a rêvé de ça et elle dit non. Il lui demande de quoi elle avait envie. En fait, elle dit « je ne sais pas ». Il quitte le Trocadéro où il devait la déposer, repart, se stationne dans un parking aérien, sort son sexe. Il prend sa main, la place sur son sexe, la force à lui faire une fellation qu'elle ne fait pas réellement. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne l'a jamais fait. Elle se demande si c'est ça une relation amoureuse. Elle dit que pour que ça s'arrête, elle lui embrasse le bas du ventre.
Dans l'entrevue, c'est là que les sanglots montent. Elle dit « Je me rappelle me blottir là où je ne ferai pas ce qu'il veut que je fasse et je me rappelle me retirer au fond du siège. » Un couple passe près de la voiture, la femme regarde Sylvia avec insistance. Hulot redémarre et au moment où Sylvia sort de la voiture, il lui dit « Remaquillez-vous un peu parce qu'on voit que vous avez fait des trucs. » Pour pouvoir répondre aux questions qui vont venir, Sylvia se construit une carapace. « Pourquoi c'est important pour vous de faire entendre votre voix aujourd'hui ?» demande la journaliste. « Pour me libérer, répond-elle. Il faut que je sorte de cette voiture. » La voiture de Nicolas Hulot contre celle de Thelma et Louise. La voiture du militant et politicien environnementaliste, documentariste, lourd du Boys Club qu'il traîne avec lui, contre la voiture de deux femmes ordinaires qui, à cause d'un viol, parce qu'elles sont amenées à prendre leur vie en main, deviennent trop grandes pour le monde. Après avoir visionné l'enquête d'envoyé spécial, je note dans un carnet « Aimer les animaux parce qu'ils sont dépourvus de perversité. » Et aussi, toutes les fois où une main de garçon ou d'homme attrape une main de fille, de femme, pour la tirer en la tenant fort vers son sexe, toutes les fois où une main de garçon ou d'homme appuie sur une nuque pour diriger la tête d'une fille, d'une femme vers son sexe, toutes les fois où j'ai vu cette scène dans un film. Lui dire à lui en pleine face, « Tu m'as violée. Ce que tu as fait, c'est un viol. Ce que tu as fait quand j'étais une jeune femme, incertaine de qui elle était ou de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle pouvait accepter ou refuser, ce que tu lui as fait à elle, c'est un viol. Répété. J'ai été une fille violée en série. » J'ai pensé devenir folle une fois, cette fois-là, après, quand je me suis vue recroquevillée au pied du mur près des grandes bibliothèques en bois. Quand le mur s'est dressé en moi, qui sanglotait, des pleurs d'un profond désespoir au bout desquels il n'y avait plus rien, je le savais, il était en train de toucher le fond. Son sexe dans ma gorge d'un coup, sa main comme un collier de chien, je me suis dit que c'était la dernière fois, que sinon, j'en mourrais. Et aujourd'hui, comment écrire ça? Comment le lire ici, à haute voix? Après la pause, Brett Kavanaugh remplace Christine Blasey Ford devant les membres du Sénat, ses fesses dans le fauteuil où un moment plus tôt elle a affirmé sans broncher qu'elle était sûre à 100% que c'est bien lui, le garçon, qui l'a poussée dans une chambre, puis sur un lit quand elle avait 15 ans. C'est lui qui l'a empêchée de parler et de crier, la main sur la bouche en riant. Elle a pensé qu'il allait la violer ou la tuer en l'étouffant par accident. Elle dit « par accident ». Elle ne l'accuse pas entièrement, même si elle se souvient clairement de ceci. Il riait avec l'ami qui était avec lui et qui parfois l'encourageait, parfois tentait de le dissuader de continuer. La main sur sa bouche à elle, ils riaient tous les deux, et quand elle est parvenue à s'extirper de l'emprise, depuis la salle de bain où elle s'était barricadée, elle les a entendus s'esclaffer en descendant les marches pendant qu'elle attendait de pouvoir sortir de la pièce. Qu'il soit parti avant de descendre à son tour et quitter la fraternité où avait lieu cette fête qui n'en était pas vraiment une, précise Kavanaugh, comme si c'était important. Seulement une petite soirée, pas une de ces grandes fêtes dont, bien entendu, il se souviendrait. Non, non, une petite fête, la vie, an ordinary gathering, entre boys d'une même fraternité, futurs collègues dans des bureaux d'avocats, dans des salles de médias, au Congrès américain, à Silicon Valley. Je regarde les larmes de Brett Kavanaugh et ses rougeurs sur les joues comme un enfant en colère, la langue qu'il glisse sans arrêt sur la face extérieure de ses dents du bas, rapidement et sans arrêt de gauche à droite et de droite à gauche, en gonflant sa lèvre inférieure comme pour montrer sa fureur, son regard noir, sa voix étranglée. Il refuse que le FBI mène une enquête. Il renvoie au sénateur la responsabilité de le nommer ou non au grade le plus élevé. Il dénonce le fait que sa famille soit blessée par cette histoire, pendant que Christine Blasey Ford, elle, souffre de stress post-traumatique depuis des années, qu'elle a reçu des menaces de mort, qu'elle a dû déménager. Il aime la bière, mais il ne boit jamais trop, dit-il en témoignant. Il n'a jamais trop bu, n'a jamais agressé personne parce qu'il est resté vierge longtemps. Il en est fier, lui qui croit en Dieu, et qu'on doit croire à notre tour parce que le club dont il fait partie est toujours le plus important. Le club des hommes blancs, hétéros, aussi, à la tête des pays. C'est ça qui est en jeu, sa place à l'intérieur du club. Il rage parce qu'il a peur de perdre le pouvoir, pendant que Christine Blasey Ford, elle, la voix tremblante, « I'm terrified
I'm here because I believe it is my civic duty to tell you what happened to me. C'est elle qui avait tout à perdre et rien à gagner en allant témoigner devant le Sénat américain. Son visage épuisé, abîmé, sa voix. On pense reconnaître celle de l'adolescente qu'elle était, celle qu'on a été, chacune d'entre nous. Raison pour laquelle nous avons été des millions de femmes devant nos écrans en train de l'écouter, comme nous avons été et sommes des millions à avoir vu et à revoir Thelma et Louise. Pour l'accompagner, ne pas l'abandonner, que devant nos écrans, nous formions un Girls Club virtuel contre les requins sortis des frat houses, des sénats, des gouvernements, des conseils d'administration, des salles de rédaction, la bouche ouverte, les dents prêtes à mordre, avaler les filles, faire craquer les féministes, les menacer de viol et les insulter dans les journaux, chercher à les détruire, provoquer leur colère et en même temps l'interdire. Automne 2018, ce que j'entends, ce que je lis, vous n'avez pas le droit de vous énerver, Martine Delvaux, parce que vous auriez l'air de quoi? Sinon d'un égo meurtri, d'une petite blessure réveillée, celle qui donne l'impression d'être forte, mais qui au fond n'est pas capable d'en prendre. Et si c'est le cas, il faut cesser de jouer dans la cour des grands, n'est-ce pas? Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il n'est jamais question de l'une de nous seulement, mais de nous toutes ensemble. Si on s'en rendait compte pour vrai et qu'on choisissait de se défendre les unes les autres, de nous protéger entre nous, comme ils le font, eux, est-ce qu'on ne serait pas gagnante? Si on était vraiment ensemble, comme d'en voir l'autre femme en premier, au lieu de chercher le regard des hommes, la chercher, elle, du regard, au lieu de se rêver dans ses yeux à lui, est-ce qu'on ne l'emporterait pas sur les boys clubs mortifères de ce monde? Peut-être qu'on manque de courage. On a du mal à courir le risque de ne pas être élu. Tout de suite, on craint l'autre femme parce qu'elle est une menace. On a peur qu'elle prenne la place qu'on veut pour soi, comme s'il n'y avait jamais qu'une seule place, celle de l'unique, de la femme qui reste comme la seule quille au bout de l'allée, celle qu'ils disent aimer, leur préférée. Pourtant, ce n'est pas de l'amour, c'est la loi du marché. Cette femme-là est utile dans l'ordre du monde. C'est la femme prétexte, la femme alibi, la femme qu'ils sortent d'un chapeau pour cacher leur misogynie, la faire disparaître, pouf, comme par magie. Et on est trop souvent dupes. On se fait avoir, on se laisse avoir parce qu'on a faim, parce qu'on a soif d'être reconnu. J'ai envie de dire que la reconnaissance est une affaire d'hommes. Ça se passe toujours entre eux, pendant qu'on reste bien sage, à attendre à côté, dans l'espoir que l'une d'entre nous soit repêchée, comme au hockey, et que ce soit moi. Et c'est à ce moment-là qu'on glisse vers le pire, qu'on se trouve avalé par le mauvais groupe, parce qu'on a oublié qu'on peut faire mieux. À la veille de ce vote où 11 contre 10 sénateurs s'apprêtent à confirmer la candidature de Brett Kavanaugh, une femme force le sénateur Jeffrey Flake à l'écouter dans la porte ouverte d'un ascenseur. Elle pleure, elle crie, elle lui dit qu'elle a subi une agression sexuelle et qu'il est sur le point de permettre à un agresseur d'agir à titre de juge à la Cour suprême, ce qui signifie qu'il choisit d'ignorer les victimes de violences sexuelles. Cette femme exige que le sénateur Flake la regarde dans les yeux. « Ne vous détournez pas de moi, crie-t-elle. Regardez-moi et dites-moi que ce qui m'est arrivé ne compte pas. Pensez-vous que cet homme dit la vérité? » « Je n'ai pas de réponse, répond Flake en baissant la tête. À la dernière minute, il demandera que le FBI mène une enquête. Ça leur donne une semaine de plus, le temps de donner l'impression que ce que les femmes racontent est important et que les hommes sont capables d'écouter. Qu'ils sont sensibles au trauma dans lequel on est plongé, ce trauma général, ambiant, qui fait qu'on est toutes traumatisées, toutes liées par ces violences qui nous hantent, dans la crainte perpétuelle de revivre ce qu'on a déjà vécu, sorcières qui attendent leur tour au pied du bûcher. C'est pour ça qu'il faut que ça cesse. C'est pour ça qu'il aurait fallu que Brett Kavanaugh ne l'emporte pas avec ses pommettes rouges, sa langue glissante et sa salive, ses cris et son indignation devant la possibilité de perdre ses privilèges. C'est pour ça qu'il aurait fallu que Christine Blasey Ford n'ait pas témoigné pour rien, son devoir civique malgré la voix cassée devant la table des sénateurs, la plupart des hommes blancs, sauf Kamala Harris. Kamala Harris n'a pas lâché le morceau pendant la première audience de Kavanaugh. Elle le talonnait. Au même moment, la voix d'une femme s'est élevée dans la salle en criant « Be a hero and vote no ».
Il fallait voter contre la nomination de Kavanaugh au lieu de faire partie du Boys Club qui abuse de filles en série. Il fallait voter contre la présence de ce présumé agresseur, petit garçon colérique, qui continue à vouloir intimider grâce à un siège à la Cour suprême. Il fallait voter pour les femmes, voter pour moi, pour m'aider à sortir du silence et de l'obscurité. Retrouver un lieu, un horizon, des mots, une voix. Une semaine plus tard, c'est décidé, confirmé, entériné. Tout ça pour rien. Une vie de femme sacrifiée à celle d'un homme glorifié, encore une fois. Et on continuera à mettre en garde contre les dénonciations et l'atteinte à la réputation. Et moi, ma réputation. La réputation de celle qui écrit, comme la réputation de celle qu'on interroge dans un poste de police, une cour de justice, et qu'on finit trop souvent, encore aujourd'hui, par humilier. Contre la violence de la journaliste hiérarchisant nonchalamment entre différentes formes de violence sexuelle, différentes intensités de violence sexuelle, contre la violence du critique de journal s'en prenant à un récit autobiographique dont le nœud est une expérience vécue de violence sexuelle, contre ces mises sous silence, j'ai continué à écrire. J'ai écrit tout contre lui, à la fois en opposition à lui, le pistolet devenu stylo, et en même temps collé sur la peau de ses mots, refusant de lâcher prise, mon dernier duel à moi. Ma main à son collet, refusant de laisser aller. Lui comme l'autre qui surgit dans mes rêves et me rappelle ce que j'ai vécu, ce que je porte en silence, à l'image de tant de femmes autour de moi. Chacune de nous est hantée par une scène, par des scènes répétées, par des scénarios entiers qui recouvrent nos vies comme un voile. Tapis de trauma à l'image du tapis de neige qui se forme sur les toits des maisons de Montréal au moment où j'écris. Accumulation de fractales légers et fragiles dont la complexité est infinie. Nos histoires sont comme ça, nos histoires de violence sexuelle. Rien n'est simple, tout est compliqué. Nous sommes blessés et comment faire entendre que ça doit cesser, qu'il n'y a pas que des cas de violence sexuelle judiciarisables, criminalisables, qu'il y a toutes ces violences qu'on porte et qu'on traverse et qui, le plus souvent, ne sont dignes d'aucune reconnaissance. Est-ce qu'on poursuit le petit ami qui insiste tous les soirs pour se faire une fellation par sa jeune amoureuse dont c'est la première relation? Combien de fois est-ce que l'amoureux qui, un soir soudain, sodomise celle qu'il dit aimer sans prévenir, sans qu'elle ait pu consentir, combien de fois est-ce que ce mec-là se fait poursuivre? Est-ce qu'on poursuit le professeur qui regarde avec trop d'insistance le corps de son étudiante et l'invite à prendre un verre, à manger, à entendre la fin du cours magistral dans un lit? Est-ce qu'on court dans la rue pour attraper la voiture et traîner au poste de police les bouches d'où sont sortis sifflements, insultes, invitations, alors qu'on rentrait chez soi tranquillement? Est-ce qu'on poursuit tel éditeur, tel écrivain, tel critique reconnu qui a profité de son statut pour s'imposer sur une jeune autrice qu'il n'a jamais été question de respecter? Toutes ces violences-là, on les cache, de peur de se les faire reprocher. Et on en a honte. C'était pas un viol, tu as juste fait des choses que tu n'avais pas envie de faire. Ça, cette scène-là, compliquée, qui mériterait d'être délicatement dépliée, qui mériterait qu'on s'y intéresse vraiment, parce qu'elle contient tout. Elle est en miniature l'organisation de nos sociétés, leur insistance et nos silences traumatisés, nos paroles et leur surdité bien calculée. There was no rape, répète sans cesse l'agresseur héros de Ridley Scott dans The Last Duel, le dernier duel. Il n'y a pas eu de viol, parce que pour lui, le principe du « if you run, I will chase you », si tu fuis, je vais te rattraper, c'est ça la sexualité, et il y a droit. Ce n'était pas un viol, there was no rape. Ces mots résument toutes les violences et en même temps aucune d'entre elles, gommant violemment ce que ça veut dire d'être en train de se faire violer. Entre l'agression subie par Thelma et le silence que garde Louise sur ce qui lui est arrivé, je me dis que c'est ça que la scénariste Callie Khouri a voulu écrire. Notre demande sans cesse répétée, que ce soit reconnu, que oui, c'était un viol. C'était vraiment ça. Voilà. Je sais que c'était un peu intense, là. Merci beaucoup. Oui, on a envie de prendre un petit temps pour soi. Oui, non, mais je comprends. Mais si ça peut désamorcer.
je l'ai écrit, j'ai fait exprès de l'écrire dans cette voie. Enfin, il y a aussi un travail de la phrase, de la langue, de la syntaxe qui permet de toucher à quelque chose. Hein. Donc, c'est voulu. Je suis pas démolie en ce moment-là. J'ai écrit ce texte. Peut-être avant de... J'imagine qu'il y aura des réceptions, en tout cas, qui voudront peut-être s'exprimer. Peut-être avant, moi, effectivement, c'est difficile de ne pas être touché par le texte, et notamment parce qu'on y sent une colère qui est de plus en plus, je pense, une énergie, une émotion, mais aussi une énergie féministe et du côté de la vitalité, du côté de la vie, là où précisément l'effet des violences, c'est pas de produire de la colère, hein. De toute façon, ça mise sur la peur en amont et puis après sur quelque chose de l'ordre du désespoir, et d'un désespoir lié au fait qu'il n'y aurait pas d'écoute possible, en fait, qu'il n'y aurait pas d'adresse possible, et surtout sur un sentiment de solitude absolue. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir dans la colère, et surtout de l'espoir d'être entendu. Et puis, on parlait tout à l'heure de la question des normes et de l'appel à la loi, qui n'est pas seulement la loi judiciaire, mais la loi du sens de l'humanité, puisque en fait, c'est quand même toutes ces formes de domination ça passe par de la déshumanisation, l'idée qu'il y a des catégories d'humanité et d'êtres humains plus valables que d'autres et plus importants que d'autres. Alors, je dois dire que je suis à la fois emportée par cet espoir que j'entends dans votre texte, et en même temps, qui a un espoir du côté de la sororité, très, très clairement, et qu'on voit d'ailleurs aussi dans le film de Thelma et Louise. Et en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est peut-être, alors pas complètement désolée, mais parce que je ne suis pas sûre de partager, moi, cet espoir-là, cette confiance-là. Cela dit, peut-être que j'en ai un autre à la place. Mais c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est absolument vrai que vous avez dit, nous sommes toutes traumatisées, et je pense qu'effectivement, je pense qu'il faudrait de plus en plus être attentif. Par exemple, je pense que si on savait mieux reconnaître la dissociation, si on savait mieux reconnaître l'état de stress post-traumatique, on se rendrait compte qu'une majorité de femmes et de personnes sexisées plus largement, et d'hommes aussi, puisque ça a été aussi dit tout au long des deux journées, hein, notamment, il y a la moitié des victimes sont des victimes mineures, et sur ces victimes mineures, un tiers sont des hommes. Donc il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont des victimes, et bien entendu qui s'ignorent eux aussi, et peut-être même encore plus que les femmes. Cela dit, je suis pas certaine que l'état de stress post-traumatique rapproche et puisse produire de la sororité. Je pense que c'est la réparation qui peut produire de la sororité. Et en fait, je pense que ce que je cherche à dire, c'est que il y a dans les textes féministes, dans les œuvres féministes, une envie peut-être aussi de faire advenir encore plus cette scène-là de la sororité ou de la delphité, d'ailleurs plus largement. Mais je pense qu'il y a du coup un angle mort qui est la question, alors, et en même temps vous l'avez nommé d'une manière que j'avais jamais trouvée aussi forte, cette expression de la femme alibi. Mais il y a aussi les femmes du coup complices, y compris d'ailleurs parmi les femmes victimes, des femmes qui sont aussi complices. Et je pense que ça fait partie des difficultés. Voilà, je pense que c'est une question moi qui me travaille beaucoup en ce moment, et je trouve qu'il y a beaucoup d'œuvres qui à la fois cherchent à aller de ce côté-là et en même temps en montrent la difficulté. Alors je pense notamment, parce que je crois que vous la connaissez, à l'autrice Marie-Pierre Lafontaine et à Chienne, où je trouve ça très beau aussi, la façon dont elle n'esquive pas cette question-là. Et en même temps, voilà, c'est juste une réaction un peu à chaud, je pense à votre... Oui, Chienne a été écrit sous ma direction. Oui. C'était mon étudiante. Ouais, moi, comment je peux dire? Moi, j'écris, je réfléchis comme féministe, comme littéraire, comme autrice. Et c'est vrai que votre lecture est un peu plus proche de la psychologie, on pourrait dire. Quand vous dites, bon, il faut, je traduis là, mais il faut guérir pour qu'il y ait du lien possible après. Et je pense que j'y arrive par ailleurs, c'est en lisant
une sociologue qui s'appelle Maria Root. Donc, c'est un texte qui date quand même maintenant, mais où elle, tout simplement, ne parlant pas spécifiquement des femmes survivantes d'agressions sexuelles, mais de groupes qui subissent des violences analogues et qu'on est en fait victime par procuration. Même si ça ne nous est pas arrivé, c'est arrivé à notre classe de personnes et donc nous le sommes toutes. Et lisant ça, ce qui semble une évidence, hein? Enfin, il y a quelque chose de parfaitement limpide là-dedans, mais moi, le lisant, je me suis dit, ah, il y a là une clé. C'est-à-dire que si on commence à le nommer comme ça, peut-être que ça permet de créer du lien par-delà les récits, parce qu'il y a aussi je te raconte mon histoire, tu me racontes peut-être la tienne, et puis là, bon, est-ce que ça se passe si bien? Est-ce que c'est si simple? Non. Mais si on était conscient de ce traumatisme partagé, peu importe comment il a été vécu, si de fait il a été vécu sur notre corps, mais il l'a été parce qu'on a entendu les histoires, parce qu'on connaît tout quelqu'un, quelqu'une à qui c'est arrivé. Et ça, pour moi, c'était déjà du lien. Donc, c'est comme de là que je l'attrape. Parce qu'après, dans la réalité, la question de la psychologie, de la guérison, de la survivance, c'est extrêmement complexe et ça relève de nuances qui appartiennent au domaine de la psychothérapie, des soins. Et bon, peut-être que la littérature peut soigner un peu, elle ne peut pas faire des miracles, mais écrivant, j'essaie d'écrire dans ce sens-là, si on veut. Des questions, des remarques, des échos? Oui. Oui, d'abord, merci beaucoup pour ce texte. Je vais rebondir sur ce que Bérénice, tu as dit, sur la question de la colère, peut-être de la rage même. En sortant du film Thelma et Louise, ce que j'ai trouvé quelque part très jouissif, c'est le fait de pouvoir assumer un certain retour du refoulé. Parce que si, dans ce qu'on nomme les violences sexuelles, il y a sans doute de la souffrance, du désespoir. Il y a aussi, à un moment donné, peut-être, une rage, une colère dont il faut faire quelque chose. Et c'est très énergivore en tant que femme, je pense, que de gérer cette colère. Alors, il y a les films, il y a Thelma et Louise, et dans les films et dans Thelma et Louise, il y a des calibres 35 ou 38 qui permettent d'en faire quelque chose de cette colère. Et dans Thelma et Louise, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est l'autorisation qu'on donne aux femmes eh bien d'exprimer cette colère. Alors certes, avec les normes classiques d'une société patriarcale, mais quand même. Et dans la vraie vie, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de sa colère? Et en écoutant votre texte, ça m'a paru limpide. Et d'ailleurs, vous avez utilisé la métaphore, ou en tout cas, dans une phrase, vous avez mis en parallèle l'arme et le stylo. Et je me dis que dans la vraie vie, peut-être ce qu'on peut faire de cette colère, c'est écrire. Et quand on n'écrit pas, c'est peut-être lire. Et voilà, je voulais juste vous dire merci d'avoir éclairé ce chemin-là et de l'avoir fait de manière très forte dans le texte que vous avez partagé. Merci. C'est vrai que dans ma lecture de Thelma et Louise, le pistolet que Louise tire, c'est le scénario de Callie Cooey. Callie Cooey a écrit ce scénario en réaction à des violences dont elle était l'objet. Donc, on est vraiment dans une création, un geste créateur qui permet peut-être d'exprimer cette rage. Et quand j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur l'expérience même de Callie Cooey, parce que vous savez, dans le monde du cinéma, c'est pas si évident, les scénaristes sont pas nécessairement bien traités, même reconnus. C'était son premier film, elle l'a écrit vraiment dans une sorte de jubilation. Elle dit, elles étaient sur la page, je les voyais, je les connaissais, ces femmes, c'est les femmes que je fréquente, c'est les femmes ordinaires qu'on ne voyait pas à l'écran, et moi, je les ai mises à l'écran. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, et elle a défendu son scénario jusqu'au bout. Et elle a gagné un Oscar, mais je veux dire, elle a vraiment travaillé pour préserver ce scénario. Et il y a là, pour moi, un geste qui résume celui qu'on pose tous les jours
on défend notre place, on défend notre parole, on défend notre écriture. Et c'est peut-être pas de la colère, peut-être que c'est moins évident, c'est pas tiré, hein, c'est pas... mais c'est ça, quand même. C'est quand même se battre. Et quand on est féministe, et bon là, j'en rends partie de moi, ce que je vis, ce qui m'est fait, ce qui peut être dit, mais c'est le prix qu'on paye. C'est Marie-Pierre Lafontaine, le même critique, l'a aussi démoli. Enfin, il y a des gens qui font tout pour nous empêcher d'écrire, mais c'est une autre forme, c'est une autre manière de nous agresser sexuellement. Enfin, c'est très clair, là. Ils s'en prennent exactement à des écrits où il est question de ça. Donc, il y a là, je pense que la rage, même si elle n'est pas rouge et si elle n'est pas hurlante, elle n'est pas sanguinolente, elle est quand même là. Donc moi, je pense comme tout le monde sous le coup enfin, c'est un vrai choc, hein, votre texte. Ce qui me frappe, c'est l'absence dans tout ce que vous avez dit du personnage de Harvey Keitel, en fait. C'est-à-dire, donc vous avez parlé d'espoir, l'espoir dans la sororité, mais pour moi, la vraie victoire, ce serait que dans cet espoir, il y ait des hommes aussi, et que on ne soit pas dans une vision aussi manichéiste. Et il y en a. Enfin, ben, oui, mais justement, je pense que, enfin, pour moi, je pense que d'abord, il y en a. Et deuxièmement, moi, j'espère vraiment que, non, on dépassera ce bof. Ça sera ça la vraie victoire. Non, mais je comprends. Je suis d'accord avec vous dans l'absolu. Hein. Mais je vous avoue, en toute intimité, que quand on me ramène sans arrêt les hommes dans la lutte féministe, pendant un moment au Québec, ça n'arrêtait pas. C'était qu'est-ce qu'on fait avec les hommes? Est-ce qu'on les invite? Je disais, mais non, on ne les invite pas. Qui s'invite, putain? Enfin, moi, on ne m'invite pas dans la lutte antiraciste. Je suis antiraciste. Je n'ai pas, moi, à aller envoyer comme un faire-part de mariage aux mecs pour leur dire, venez avec nous dans la lutte. Non. Et donc, Harvey Keitel, oui, super. Il fait partie de ce tableau de chasse dans Thelma et Louise avec le beauf qui se met les pieds dans la pizza, puis bon, le détective plutôt gentil, puis l'autre détective plutôt straight, pas très agréable, très, très à cheval sur les règles. Ben oui, il y a tout ça, mais c'est une panoplie de personnages masculins. Ils ne sont pas au centre de Thelma et Louise. Moi, je n'ai pas envie de leur accorder cette importance. Et je n'ai pas envie, quand j'écris sur ces questions-là, d'accorder une importance aux hommes. Ils ont la place. Le monde leur appartient. Moi, j'ai envie que nous, on appartienne au monde. Enfin, j'ai envie que ce soit à nous, ce truc-là. Pas parce que je les déteste, hein, pas du tout. Mais il y a un geste politique aussi à refuser de parler d'eux, à dire ça suffit. Quand Emma Watson, devant ONU Femmes, dit les hommes, je vous invite, machin. Vraiment, enfin, on a du mal à mobiliser les femmes. Est-ce qu'on peut commencer à parler entre nous? Les personnes non binaires, on est entre alliés, on est dans une communauté. On n'est pas obligé de toujours regarder les choses dans la perspective des hommes inclus ou exclus. Est-ce qu'ils se posent la question? Hein? Non, alors c'est vrai quand on regarde la configuration du public, voilà. Mais donc je suis d'accord avec vous de dire, voilà, non mais c'est pour ça, je suis tout à fait d'accord avec vous de dire, c'est pas à nous de les inviter, il faut qu'ils s'invitent. Par contre, moi je pense qu'il faudrait que ce soit leur combat aussi. Voilà ce que je veux dire. Ah, mais je suis d'accord avec vous, mais comme je vous dis, dans l'absolu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux croire en moi? Puis bon, oui, bien sûr, bien sûr. S'ils pouvaient comprendre que cette lutte, elle les concerne et que le monde sera un meilleur monde pour eux aussi et que leurs masculinités seront beaucoup plus fluides et souples et moins aliénantes pour eux, bien, on est d'accord. Mais moi, en tant que féministe, en tant qu'autrice, en tant que professeure, ben, je vais féminiser. Ça, c'est mon choix. Je ne lis presque pas d'auteurs masculins. C'est un choix. Je ne vais pas au cinéma voir beaucoup de films faits par des hommes. Je fais ces choix-là. Quand je parle à mes étudiants, mes étudiantes, elles sont en majorité des femmes, je parle au féminin. C'est tout. Je crée ce monde-là. That's it. En revanche, je ne sais pas si du coup ça stigmatise pas un peu les féministes. En France, elles sont quand même, Ouais. pour certaines, sont un peu décriées. Voilà, toute voilà, il y a quand même une idée comme quoi les féministes sont un peu excessives et que voilà, après, je comprends pourquoi évidemment, mais ça peut jouer un peu contre en fait le combat des femmes. Enfin, c'est mon point de vue. C'est comme si on veut parler de racisme et que on exclut dans la réunion les blancs.
Dans Ben, ce qui certaines serait complètement universités, compréhensible. c'est ce qui se passe. Et moi, personnellement, ça me choque un peu, quoi. Enfin, c'est dommage parce que ça devrait être vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, des blancs, des noirs, des Oui, jeunes. il y a différents temps de la pensée. C'est par rapport s'il y a un safe space qui est antiraciste, où on n'invite pas les blancs, ils ne sont pas permis, on n'y va pas. Moi, je comprends ça. Je pense que des safe spaces pour les féministes, je veux dire féministes, et je préfère féministe à femme, là, vraiment, là, j'ai mis femme-homme pour le coup, mais dans ma tête, à moi, c'est beaucoup plus fluide en termes de genre que ça, mais je pense qu'on a droit à ces lieux-là. Et pour revenir à la stigmatisation, bien franchement, les féministes sont stigmatisées. On l'est. Peu importe que je sois douce, gentille, souriante, habillée en fille, ça change strictement rien. Ils vont stigmatiser les féministes. Alors pourquoi est-ce qu'on se retiendrait d'être radical? Ils nous disent qu'on est radical quand on ne l'est même pas. Je veux dire, franchement, mais des fois, je leur dis, mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous mesurez si on était vraiment radical, si on laissait vraiment aller notre colère, vous vous rendez compte de ce qu'on ferait? Comme Thelma et Louise, probablement. Puis, enfin, si je peux juste réagir, je pense qu'il y a une question qu'on a pas mal travaillé, c'est la question de ces derniers jours, c'est la question de la charge de la visibilité, et je pense que c'est aussi la charge de la responsabilité. Et je pense que à chaque fois que quelqu'un renvoie à une personne que c'est problématique, qu'elle soit féministe ou que c'est un particularisme, le féminisme, c'est juste demander une égalité pour toutes les personnes. C'est ma conception du féminisme, et notamment une égalité homme-femme. Donc à partir de là, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un stigmatise les féministes, l'idée c'est plutôt de lui dire, mais du coup toi tu es contre l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que en fait le particularisme il est de l'autre côté, et en fait c'est une stratégie d'intimidation. Et ça fait partie de ces stratégies de tone policing, enfin voilà, effectivement, il faut tout le temps être bien sûr que c'est l'argument qu'on est excessif, qu'on est trop, qu'on est radical, c'est quoi la formule, vous affaiblissez la cause que vous prétendez défendre. Pompier, pyromane. Oui, voilà, ça, c'est des stratégies d'intimidation. Et je pense que la seule façon de lutter contre ça, c'est de le nommer et de dire que c'est une stratégie d'intimidation. Et toi, pourquoi tu n'es pas pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Oui, j'ai connu aussi, comme certainement d'autres femmes ici et ailleurs évidemment, le genre de situation que vous avez évoqué. J'en ai parlé, j'ai participé à des émissions de radio, j'ai porté plainte, j'ai été déboutée et j'en ai parlé très, très clairement, avec assez de distance, pas tant que ça, je m'en aperçois, mais quand même une certaine distance, et je continue d'en parler autour de moi, de façon informelle quand la situation, la conversation vient sur le sujet. Et je suis quelquefois très, très confortée dans mon espoir parce que j'ai une réponse, j'ai une femme qui va abonder dans mon sens, qui est là, mais trop souvent, j'ai de la part des femmes, de femmes tout à fait ordinaires, enfin des gens comme nous, j'ai un silence. Ma parole glisse sur un silence. Ou alors, presque pire, je ne sais pas si c'est pire, il m'arrive qu'on me dise « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que ça t'était arrivé. » Et ça m'est arrivé et ça m'arrive régulièrement. Et je trouve qu'il me faut du coup beaucoup de force, ça me prend beaucoup d'énergie. Je ne ramène pas le sujet en permanence sur le tapis, mais quand la situation se présente, ça me demande de plus en plus d'énergie d'en parler, d'évoquer mon cas, pas pour qu'on me plaigne, c'est pas du tout, mais c'est pour rappeler la permanence de ce fléau qui est énorme. Et ça, donc, je suis moins optimiste que toi, Bérénice, sur toi, la sororité. Je trouve qu'il y a encore vraiment du boulot à faire. Je voulais, moi je pense que Bérénice, elle a tout à fait raison de parler aussi du soin. Et le problème, c'est que si les personnes ne glissent quand tu parles de ça, ça peut être aussi l'effet du trauma et l'effet de ne pas vouloir y replonger ou être dans une stratégie psychologique d'évitement et de mise à distance de ça. Il n'y a peut-être pas que ça. Peut-être d'être tout petit, il faudrait trouver la clé, il faudrait trouver une clé
parmi d'autres, pour que les femmes dès le plus jeune âge, enfin les petites filles, et puis les jeunes filles, puis les femmes, se sentent immensément concernées par ce problème, justement, lorsqu'il est évoqué, qu'elles ne laissent pas passer un silence ou qu'elles ne disent pas « Ah, j'avais oublié que ça t'était arrivé ». Et parce que les femmes qui sont en face de moi sont peut-être des femmes qui ont été traumatisées, mais pas forcément. Vous Il y a comprenez? quand même ce silence de lâcheté, quelque part. Mais le problème, c'est que ça se passe. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on parle des femmes, là? Pourquoi on ne parle pas des agresseurs? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas aux petits garçons et aux adolescents qu'il ne faut pas agresser? C'est quand même ça. Comment ça se fait qu'on tourne là, puis on parle des femmes?